Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. C'est nous qui analysons, qui commentons les shows de la WWE, le meilleur podcast de catch au monde. Je suis Raphaël et je suis avec l'ami Giscal s'il fallait prouver notre qualité de participant. Bonsoir Giscal, tu vas bien? Ça va très bien et toi Raphaël? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Là, moi, on ne m'arrête plus. J'ai fait un pré-show de Money in the Bank. J'ai fait le show de Money in the Bank. Et bah là, je fais un peu le post-show, hein, Ouais. puisque Inarrêtable. voilà, nous allons parler du Monday Night Raw du 20 mai 2019 à Aberdeen, Washington, si ma mémoire est bonne, c'est ça? J'ai Washington en tête, Aberdeen après je sais plus, mais je te fais confiance, oui. Il me semble que c'est ce qui a été dit par l'un des participants de cette soirée et qui adore citer les noms des villes. Nous verrons de qui il s'agit un petit peu plus tard. Donc, nous sommes au lendemain de Money in the Bank et où il s'est passé pas mal de choses, et puis notamment la plus grosse info, hein, le nouveau porteur de la mallette Money in the Bank masculine. C'est lui qui ouvre le show, Brock Lesnar. Brock Lesnar avec Paul Heyman. Brock Lesnar qui est visiblement très 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 content de son coup, hein. Il la caresse, il la cajole, il la tapote, sa petite mallette. Évidemment, comme d'habitude, quand ils sont là tous les deux, c'est Paul Heyman qui parle. Paul Heyman, il explique voilà, on pourrait croire au complot, comme Sami Zayn a été attaqué en coulisses, que Braun Strowman a été viré, mais finalement non, il n'y a pas de complot. Enfin, on ne comprend pas trop ce qu'il nous explique, mais il nous dit voilà, Brock Lesnar a la mallette et que maintenant, si on est le champion, si on est Seth Rollins, on devrait un petit peu avoir la trouille. Et bah Seth Rollins, il débarque. Justement, hein, il laisse pas trop la parole à l'avocat du diable. Et lui, il explique qu'il devrait être super heureux parce qu'il a fait un super match la veille contre AJ Styles. Tu as aimé ce match d'ailleurs, Giscal? Beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé magnifique ce match. Ouais. Ouais, tout le monde a beaucoup aimé, mais du coup, Seth Rollins, il est pas. Sauf Il est... Ringside apparemment qui n'a pas aimé. Ouais. Oh, il n'a pas aimé Ringside? Non. Oh, J'ai quel cru dommage. lire qu'il avait trouvé que Seth Rollins avait été encore une fois moyen. Mais bon, je sais pas, il s'expliquera peut-être. Ah, il s'expliquera, mais il faut venir pour ça. Il faut prendre le micro, hein, nous, hein. Voilà. Et donc, bon, bah écoute, on laissera Ringside s'expliquer. Mais ouais, Seth Rollins, il aimerait être tranquille, la paix des braves, mais non, là, ça le fait chier, quoi, que Brock Lesnar ait la mallette. Du coup, il lui dit, bah écoute, Brock, là, j'ai pas envie d'attendre, me fais pas chier avec ça. Vas-y, on fait le cash-in ce soir. Comme un homme, affronte-moi. Alors, c'est drôle, hein, de la part de Seth Rollins, qui avait lui-même fait son cash-in sur Brock Lesnar, on s'en souvient tous. Il se fait un peu piquer par Paul Heyman qui lui dit ouais, non, non, mais tu vas attendre, comme à WrestleMania où tu as attendu 5 heures que ta gonzesse fasse le main event pendant que toi, tu avais fini ta soirée depuis bien longtemps. Petite référence à ce qui agite aussi un petit peu le monde du catch, là, l'idylle qu'il y aurait entre Becky Lynch et Seth Rollins. Si vous n'êtes pas au courant, c'est dans Catch Up que vous l'apprenez. Ah mais Euh, oui, et tu sais que là, je te coupe, mais le ouais. pire c'est que bah oui, mais je suis complètement débile. Je pensais qu'il balançait une pique à l'époque où en fait il avait attendu toute la soirée pour cacher parce que sa girlfriend, je pensais qu'il parlait de Roman Reigns à WrestleMania 31 à l'époque quand il avait main eventé le show et qu'il avait attendu toute l'émission pour venir cacher à la fin et tout. Ah oui non mais je suis débile, bah oui. Oui, c'est Becky Lynch, oui. Ah, oui, enfin, moi, ça m'a semblé être ça, mais je Ah pense que non c'est. mais oui, non mais c'est toi qui as raison. Je sais pas, je vois des doubles sens là où il y en a pas. Ouais. Je pense que ça a été cherché loin pour le public, ça. De- Mais ouais, donc du coup, il est un petit peu vénère, Rollins, mais Paul Heyman, il dit, mais attends, Lesnar, il a le choix, il peut aussi faire son cash-in sur Kofi Kingston. Là-dessus, Kofi Kingston, c'est comme Beetlejuice, quand on dit son nom, il arrive. Donc voilà le Ghanéen qui débarque et qui nous dit Wild Card, baby, parce que voilà, c'est la Wild Card, c'est le bordel, il y a des mecs de SmackDown. Et, bah lui c'est pareil, il dit mais attends moi j'ai envie d'être le champion dont tout le monde se souvient, alors vas-y Lesnar, vas-y cache sur moi, vas-y fais-moi mal comme tout ça, enfin des trucs un peu, il le provoque hein. Et ça fait rire Paul Heyman qui dit attends, vous avez vu cette histoire là? Genre c'est Lesnar qui a la ceinture, c'est Lesnar qui a la mallette, vous êtes tous les deux champions, c'est Lesnar il vient pas à vous, c'est vous qui venez à lui. Donc en gros, on surajoute le fait que ouais, c'est Lesnar la star et c'est vous qui lui demandez un match. Mais non, 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 pas ce soir, enfin pas pour le moment, mais pas de cash-in maintenant, mais nous dit Paul Heyman, je sais que vous deux, là, Kofi Kingston, Seth Rollins, puisque vous êtes là,
vous n'avez pas fini, on va vous revoir ce soir, et là vous verrez bien ce qui va se passer. Donc ben, là-dessus, le segment se finit, et juste un peu après en coulisses, Kofi Kingston et Seth Rollins croisent Triple H. Et il a dit, bah alors, dis-nous, qu'est-ce qui c'est cette histoire de match ce soir? Triple H, tout content, avec son petit sourire de d'habitude, il dit, oh, vous allez affronter ce soir, vous allez être en tag team tous les deux, Kofi Kingston, Seth Rollins, vous m'avez l'air chaud, vous allez affronter Bobby Lashley et Baron Corbin. L'affiche dont nous rêvions pour ce main event de Raw. Voilà, on va en finir là pour ce premier segment. Alors ça y est, hein, Lesnar, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce Lesnar porteur de mallette? Est-ce que tu trouves là que pour le moment il joue bien son rôle? Est-ce que tu en as marre de Lesnar? Est-ce que tu es content de le revoir? Est-ce que ça a été bien géré cette, cette mallette qui arrive? Eh ben, je suis étrangement content de revoir Brock Lesnar. Je pensais pas, tu vois, après WrestleMania, j'étais assez heureux de voir une nouvelle page se tourner et Seth Rollins porter cette ceinture et ce chaud rouge sur ses épaules, un petit peu voir ce qu'il pouvait donner. Et puis voilà, Brock Lesnar, on en avait soupé, il y en avait un petit peu marre. Et puis, je sais pas pourquoi, c'est un petit plaisir coupable peut-être, Brock Lesnar, mais c'est vrai que j'arrive pas à me défaire de sa musique d'entrée, de son physique, de phénomène de foire, de son aura absolument incroyable, et que quand il est dans un ring, tout de suite, on a un petit peu les yeux scotchés à l'écran. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé à Money in the Bank avec son arrivée surprise absolument dingue. Et puis là encore, cette semaine, en ouverture de Raw, je trouve que, ouais, je sais pas, Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar. Alors du coup, tant qu'en fait, on repart pas dans ce schéma qui nous avait rendu fous de porteurs de ceinture absents, et ben en fait, je trouve qu'il y a peut-être un créneau assez sympa à jouer. Avec cette mallette, moi, ça me plaît pas mal parce que c'est vrai que voilà, Paul Heyman l'a pas mal vendu. C'est l'assassin ultime, c'est le monstre, c'est le tueur en série de la WWE. Brock Lesnar, il est terrible. Donc du coup, si tu lui rajoutes en plus une mallette pour un title shot quand il veut, où il veut, à sa convenance, bah du coup, ça devient le plus gros danger de la fédération. Donc je trouvais que l'angle était pas mal parce qu'en plus, il en fait qu'à sa tête, il peut disparaître du jour au lendemain pendant 3 mois, revenir. Donc il va y avoir une sorte d'ombre qui va flotter au-dessus des champions, et je trouve qu'il est pas mal dans ce rôle. Donc ça m'a pas mal plu, ouais, en fait, ce retour, tu vois, finalement. Ben ouais, moi je partage ton avis, hein, si on nous avait, si on nous avait dit. Non, mais je le trouve, il est encore plus dans le sarcasme et dans le mépris de tout Ah le monde. ouais, C'est-à-dire que il serait venu en tant que Brock Lesnar dire Hunter ou Vince, je veux mon rematch contre Seth Rollins. Il l'aurait eu, mais non, c'est vraiment, il veut faire chier. Enfin, il ouais, veut, comme tu dis, c'est le tueur ultime avec là du coup l'arme de destruction massive. Donc c'est vraiment montrer qu'il tient tout le monde à la gorge, et cette ouverture de show m'a bien plu, en plus avec les deux champions, avec cette incertitude qui flotte. Qui va-t-il affronter? Est-ce qu'il va faire son cash-in demain, ce soir, dans un mois? On ne sait plus trop. Pour moi, ça colle bien avec cette histoire de Money in the Bank qui a déjà une longue histoire, hein, cette mallette, et qui a connu pas mal de cas de figure. Et là, à mes yeux, ils ont trouvé le moyen de faire quelque chose de nouveau, quoi. ouais, ouais, carrément. Et puis ouais, voilà, en plus, ouais, c'est vrai que t'as raison quand tu dis ils auraient pu faire du classique, et il était légitime, entre guillemets. Il aurait pu revenir et dire, bon, allez, écoutez, les gars, vous avez besoin de moi, donnez-moi un match et tout. Le fait qu'il utilise la voix la plus fourbe possible, enfin, ça renforce il est bien sifflé par le public, ça renforce vraiment toute la hit qu'il peut y avoir autour de lui. Puis là, je sais pas, le fait de le voir arriver, il avait reconverti sa mallette en boombox un petit peu, là. En sorte de sono qui portait sur son épaule, là, il Ouais. battait la cadence et tout, c'était assez marrant. Alors il y a déjà Internet, c'est déjà régalé avec ça. Euh, mais, euh, mais bon, ouais, écoute, segment d'ouverture pas mal. Et puis ces punchlines de Paul Heyman, alors je savais pas trop quoi en penser, d'ailleurs je sais toujours pas trop quoi en penser parce que elles sonnent juste, mais en même temps je trouve que c'est un peu casse-gueule quand même, parce que quand il dit regardez, Brock Lesnar, c'est la méga star, vous êtes en train d'auditionner pour pour Ouais. défendre votre ceinture. C'est bon, ça sonne bien, c'est pas mal. C'est quand même un peu casse-gueule, je trouve, parce que voilà, on est censé passer à autre chose.
Ouais. Et puis bah là, voilà, et en même temps, c'est la dure réalité. C'est vrai qu'ils sont à des années-lumière tous les deux de Brock Lesnar. Alors bon, un peu compliqué cette partie-là du segment. Ouais. Mais c'est toujours le problème, c'est-à-dire que sur le fond, c'est la réalité, mais si on continue de surnourrir cette réalité, ça changera jamais. Oui, ça changera jamais. Bon, écoute, on continue Monday Night Raw. Alors, le segment suivant, Sami Zayn, on se souvient la veille, donc il est complètement détruit par on ne sait qui. Il est parti à l'hôpital, mais là, il est là. Les hôpitaux américains sont visiblement hyper performants. Il est là, il a un match prévu contre Braun Strowman. Il vient chercher en coulisses un petit peu le soutien de Bobby Lashley, qui, on l'apprend, affrontera Braun Strowman à Super Showdown. Euh, Yes. Est-ce que l'affiche te fait rêver déjà? Non, pas trop là pour le Non, coup. c'est du gros bonhomme, quoi. Je pense Oui. que bon, et puis Pas bon, mal d'affiches qui vont pas trop me faire rêver, j'ai l'impression, à Super Showdown. non, puis là, je pense que niveau pronostic, par contre, ça risque d'être un point facile, celui-là, je pense. Ouais. Enfin, bon. En tout cas, ce soir, Braun Strowman affronte Sami Zayn. Alors, avant même que la cloche ne sonne, Sami Zayn s'enfuit dans les coulisses. Du coup, Braun Strowman le court après. Hein, c'est la Oui. 94e fois en 2 ans que Braun Strowman court derrière quelqu'un dans les coulisses. Il réussit à rattraper Sami Zayn, il croise Bobby Lashley, il se toise un petit peu, il lui dit bon je reviens faire ton affaire plus tard, ou je sais plus trop ce qu'il lui dit, un truc du genre. Il finit par attraper Sami Zayn, il l'emmène sur le ring, le bon Sami essaye de se débattre, il réussit à envoyer Strowman contre les poteaux, un poteau, puis 2 poteaux, puis finalement la cloche retentit, le match commence. Strowman il va faire ses charges de bélier là, à l'extérieur du ring, un power slam et puis basta. Sami Zayn a perdu. Donc c'était une sorte de... C'était un peu la belle, on peut dire, parce qu'il y avait eu le match qui a fini dans la poubelle, il y avait eu le... Enfin, c'était même pas un match d'ailleurs. Il y Non. avait eu le Sami Zayn qui lui vole son spot, et là, Braun Strowman. Est-ce qu'il fallait vraiment faire ce match? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je n'avais pas pensé grand-chose. Écoute, j'ai pas le sentiment que Braun Strowman en avait spécialement besoin, en effet. Parce qu'en plus, ça n'a pas vraiment expliqué ce qui s'est passé la veille à Money in the Bank. C'est vrai ils ont joué la carte comme quoi, voilà, Braun Strowman était l'agresseur, mais un petit peu de facto. Il semblerait que ce soit pas lui. Il vient se venger de ce qui s'est passé avant le pay-per-view, mais c'est passé, c'est terminé. Ouais. Donc ouais, le match arrive un petit peu, je trouve, à contre-temps. Et puis je sais pas trop ce qu'ils cherchent avec Sami Zayn. Ils ont complètement abandonné sa gimmick du retour des 4-5 dernières semaines. Et Mm. c'est notamment ces 3 semaines de promo consécutives qui semblent bien bien loin maintenant. Donc étrange aussi le traitement de Sami Zayn avec Braun Strowman. Donc, un coup dans la poubelle, un coup il gagne le droit d'aller dans le Money in the Bank, puis finalement il y va pas. Puis là cette semaine il se fait encore défoncer. Bon, ok. Pour moi, la grande surprise, c'est qu'il soit là, par rapport à quand il était pendu par les pieds la veille, parti à Oui, l'hôpital. oui, c'est C'est vrai. c'est très très bizarre. Et puis effectivement, oui, c'est bizarre pour les deux parce que Strowman ne cherche absolument pas à se défendre des accusations. Bon, peut-être qu'il s'en fout, hein, remarque, il Oui, aurait bien le peut-être aussi. droit. Ouais, bon, a priori, on est parti pour compter sur Sami Zayn, hein, il est quand même là souvent, il est dans toutes ces histoires, mais il n'a pas forcément un rôle très brillant. Non, mais En qu'il tout n'ait cas, pas un rôle brillant, ça, à la limite, ça me dérange pas. oui, C'est bizarre d'avoir complètement lâché l'angle qu'ils essayaient de pousser à son retour. C'est-à-dire que là, maintenant, le critique des critiques, le personnage qui essaye de faire la morale à tout le monde a disparu. C'est redevenu finalement un heel un peu lambda, quoi. J'ai l'impression il a plus vraiment de personnage, à part d'essayer voilà, de faire le couard un peu à choper des opportunités. Mais, ouais. Bon, on verra. Ça écoute, a l'air d'être à peu près fini pour ces deux hommes là, je pense, puisque je pense, Lashley, ouais. Lashley va être le prochain programme de Strowman. On verra bien ce qu'il en est pour la suite. Nous partons sur le ring avec un interview de Lars Sullivan qui va être donc interrogé sur ses actions par Oui. c'était Charlie Caruso ou je ne sais plus. Charlie Caruso, absolument. C'était la belle Charlie Caruso effectivement. Et oui. Parce que je sais pas pourquoi, mais a priori c'est important de lui demander pourquoi il fait ça. C'est vrai que voilà, attaquer des gens dans le catch, c'est la première fois qu'on le fait. On n'avait jamais vu ça, donc il vaudrait mieux lui demander Ses pourquoi il fait motivations. ça. Ouais, et puis en fait, il n'a pas le temps de parler, Lars Sullivan. Il y a les Lucha House Party qui débarquent. Il les avait agressés
hier soir, la veille à Money in the Bank. Là, il commence par l'attaquer à 3, donc il lui place quand même des drop kicks à 3. Ils essayent un peu de prendre le dessus, mais finalement, Sullivan, il est trop fort, il arrive à répondre, il éclate Kalisto encore une fois, et puis ben voilà, il a détruit les 3 luchadors à nouveau. Voilà, je sais, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire des podcasts avec toi ces derniers temps, Giscard. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de Lars Sullivan et puis de cet angle, de cette rivalité contre les Mexicains? Bah, j'en pense que le problème, je trouve que ça commence à être un peu long. Je suis pas complètement anti Lars Sullivan. Il a un physique absolument hallucinant. Il a une gueule. Enfin, tu vois, on a l'impression d'être de retour un peu, je sais pas, un géant de foire des Ah oui, années ça. passées. Il est assez exceptionnel. Il est assez bigger than life quand tu le vois comme ça. Donc tu te dis, bon, il y a moyen. J'aime bien le côté armoire à glace, monstre silencieux qui arrive, qui casse tout. Et quand t'entends sa musique, tu sais que ça va chier. Je trouve qu'ils ont réussi à installer ça avec lui, ce qui est pas Ah, mal. puis là, le theme song est très bon, moi je trouve, Ouais, hein. le theme song est pas mal, le theme song est bon. Franchement, je trouve que c'est assez convaincant. Maintenant, j'ai du souci avec ce schéma de c'est long, quoi. Enfin, genre, ça fait des semaines qu'il fait la même chose. Moi, j'aimerais. Ça y est, c'est installé, c'est ancré. J'aimerais le voir commencer une histoire, une rivalité, quoi. Le voir défoncer la Lucha House Party chaque semaine, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, moi, c'est juste encore cette fâcheuse tendance qu'il peut avoir la WWE, surtout avec ces Monster Hill qu'elle cherche à faire débuter. Souvent, le démarrage est très très long Ouais. et parfois, même trop souvent, les démarrages tuent un peu dans l'œuf certains bookings. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas avec Lars Sullivan, parce que je pense qu'il y a un petit truc à faire. Mais bon, pour Ouais. l'instant, Ouais, on peut penser à Ryback, à bon, Strowman aussi avait commencé comme ça, hein, puis finalement oui, il est. écoute, ouais, il a M- fini par s'en sortir. Mais enfin pour moi, ce qui fait la différence, alors c'est peut-être que j'ai plus de mémoire, hein, mais il me semblait que les anciens monstres entre guillemets, ils venaient sur le ring affronter qui on leur donnait, quoi. Alors que là, Lars Sullivan, il donne Oui, vraiment l'impression de mm. choisir qui il affronte, et ben il choisit pas très bien, quoi. Non, Ça fait pas rêver. c'est pas faux. Mais bon, peut-être un truc à Jeddah éventuellement, c'est un bon moyen, un bon endroit pour faire vendre un peu les Bigger Than Life. Donc, écoute, on verra ce qui attend le monstre. Je sais même plus s'il a un surnom, Lars The Sullivan. Freak. Le Freak, oui, c'est ça, le monstre, le Freak. Alors, on parlait de theme song tout à l'heure. Il y en a un qui vient de changer de theme song et c'est une des nouvelles de ce soir. C'est Cesaro. Cesaro, le Oui. Suisse, est officiellement de retour en solo. Il affronte Ricochet qu'il a croisé dans les coulisses. C'est sa nouvelle gimmick, hein, Cesaro. Il trouve un mec dans les coulisses, il se fout un peu de sa gueule et l'autre il lui dit allez, on fait un match. Donc il y avait eu un excellent match contre Rey Mysterio la semaine dernière. Je vous conseille de le visionner. Ah oui. Et là, Ricochet, on se souvient qu'à Money in the Bank, il est passé à travers une échelle et ça fait mal à son dos. Donc Cesaro, c'est un homme intelligent, hein, il nous l'a déjà dit, il parle 5 langues, ça on le sait. Et puis là, il va parler la langue du corps, il va travailler le dos de Ricochet, il va lui faire une série de souplesse, de prise de soumission, il va lui faire une sorte de powerbomb sur le bord du ring, là, sur l'arête du ring, ouais, une powerbomb, Ouais, il me ouais, semble, si, devant. ouais, tout C'est à fait. ça. Bref, le match est moins long que celui contre Rey Mysterio la semaine dernière. Ricochet souffre beaucoup. Il arrive à reprendre le dessus à plusieurs reprises parce que Ricochet est quand même un homme qui a des réflexes et qui sait aller vite. Mais à un moment donné où il va sauter sur Cesaro, celui-ci le cueille d'un très très gros uppercut comme d'hab. Il le travaille à nouveau sur le dos et il arrive à placer son neutralizer pour la victoire. Donc dans cette affiche de crâne rasé, et finalement c'est le vétéran qui l'emporte. Ricochet marque un petit peu le pas. Bon, en même temps, vu ce qu'il avait mangé la veille, c'est peut-être un résultat logique. Je ne sais pas est-ce que tu as apprécié cette affiche et est-ce que tu es confiant pour Cesaro là? On s'était dit qu'il manquait quand même au pay-per-view, ça aurait été vraiment bien de l'avoir à Money in Ah the ouais. Bank. Mais est-ce qu'on part pas vers un été qui peut être prometteur pour lui? Écoute, j'aime beaucoup moi ce qu'il propose en ce moment Cesaro. Je trouve que ces petites vignettes backstage sont vraiment très sympas. Ces petites provoques là, on a l'impression que voilà, il erre dans les vestiaires et puis
ils provoquent un petit peu les petits gabarits qui croisent, ils se foutent de leur gueule. Je trouve que, bah, écoute, ça l'aide à développer un certain charisme, une certaine aisance qui est quand même un de ses principaux défauts. Enfin, oui, si c'est peut-être son seul défaut qui le retient encore un petit peu dans la mid-card, Cesaro, c'est le micro. Et écoute, ça fait 2 semaines là qui me surprend de manière très très agréable avec Rey Mysterio et puis bah, maintenant avec Ricochet. Je trouve que c'est pas mal. Le retour en solo, alors c'est une bonne nouvelle pour lui, une mauvaise nouvelle probablement pour tout ce qu'on peut lire et entendre sur Sheamus malheureusement Ouais. ces derniers temps. Bon, écoute, j'espère quand même que c'est pas trop grave, mais bon, écoute, ça pour le moment c'est que de la spéculation. Cesaro, je pense qu'il y a quelque chose à jouer, il y a une carte à jouer déjà dans un premier temps dans la mid-card d'Euro. Mm. Mais voilà, écoute, ce changement de theme song, cette petite victoire, le fait que déjà il a eu aussi un beau match encore là, juste avant le pay-per-view, très accroché face à Rey Mysterio. À voir, mais de toute façon, on le sait depuis des années. Hein, puis je vais pas te le dire à toi, grand fan, mais bon, il y a quelque chose à faire avec ce mec-là. Si on arrive à trouver le bon truc, le bon twist, pas trop le faire parler au micro, profiter de ses prouesses absolument incroyables, enfin, ce mix de physique et d'agilité, presque de grâce qu'il a dans le ring. Moi, je trouve que il est vraiment magnifique à regarder dans un ring. Il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Donc, croisons les doigts. C'est un premier pas dans la bonne direction. Ouais, bah écoute, oui, moi je suis un total fan et c'est vrai que, bon, tout le début de sa carrière, c'était un peu le désespoir pour tout le monde, hein. On avait peur que ça devienne un grand gâchis. Bon, maintenant qu'il y a eu cette très grande séquence de The Bar, Cesaro, je pense, a gagné ses galons Oui, c'est ce que de j'allais Hall of dire. Famer, Ouais. mais là, il est peut-être plus sur la fin de carrière. Sheamus, c'est triste si on le perd. En même temps, j'ai l'impression que moi, ça fait longtemps qu'on entendait parler de ses blessures, donc il a déjà réussi à surpasser ça pendant un moment. J'espère que c'est pas trop grave pour sa vie personnelle. Après, si c'est, Oui, c'est surtout ça. ouais, on en saura peut-être un peu plus. Moi, j'y crois. Je vais croiser les doigts. Je vais espérer. Je me dis que c'est pas possible de pas voir qu'il y a du talent. Et c'est très bien, je trouve, de délivrer des bons matchs. C'est bon signe parce que la foule adhère, parce que voilà, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait Andrade l'année dernière, c'est-à-dire le mec, voilà, il enchaîne les gros matchs et puis bah, au bout d'un moment, on sent que ça va Ouais, percer, c'est mais ça. Ouais, 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 ils le font doucement mais sûrement et ils le font dans le ring, quoi. Tu sens que ouais, sa marque de fabrique, lui, c'est le ring, comme Andrade. C'est vrai que c'est plutôt une bonne comparaison. Et puis bah voilà, ils sont partis sur peut-être en effet un booking des gros matchs, pas forcément tout le temps des victoires. Voilà, il a cédé une petite défaite, mais très disputée contre Rey Mysterio. Là, il gagne contre Ricochet, mais toujours avec de la grosse presta entre les cordes. Peut-être comme ça qu'ils veulent essayer de le builder et c'est pas plus mal. ouais. En tout cas, c'est un très bon choix. Je trouve que qui gagne. J'ai eu peur hein, quand j'ai vu l'affiche Ouais, moi que aussi. Cesaro devienne un peu le jobber to the stars. C'est un peut-être plus inquiétant pour Ricochet, mais en même temps, bon, il fallait pas trop attendre. Forcément, Ricochet, ça allait pas, peut-être pas Non. devenir un main eventer qui allait tout gagner. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des mecs qui gagnent des fois et qui perdent d'autres fois, parce que sinon c'est trop prévisible le catch. Oui, Et puis, enfin voilà, la défaite n'est pas déméritante vu les grosses marques de sparadrap qu'il avait partout sur le c'est dos. ça. Donc on passe au segment suivant qui se passe en coulisses. Alors on a AJ Styles qui est interviewé sur sa défaite de la veille contre Seth Rollins. Il est très vite interrompu par Baron Corbin. Baron Corbin qui lui dit dis donc AJ Styles, t'es un loser. Moi j'ai réussi à lui porter un pin à Seth Rollins dans le ring là à Raw. Alors j'aurais dû avoir ta chance, ce que tu mérites pas. AJ Styles dit ouais mais toi voilà on rappelle un petit peu tout ce qu'il a perdu hein, t'as pas réussi ton cash-in de Money in the Bank, t'as été viré du GM d'Euro, bref ils se disputent. Corbin lui dit écoute te voir avoir ton match de champion du monde alors que moi je l'avais pas, j'ai vécu ça comme une claque dans le visage, un slap in the face. Et AJ Styles lui dit non non une claque dans le visage c'est plutôt ça, et il lui en met une bonne droite dans la gueule avant de s'en aller. Donc on a peut-être un début de FUD qui s'amène, ce qui effacerait un peu les rumeurs de
de heel turn qu'on avait pu voir sur AJ Styles. Est-ce que ça t'a fait rire, toi, cette interaction? Je vois que oui, a priori. Oui, oui, elle m'a fait rire. Après, bon, écoute, AJ Styles, Baron Corbin, ok. C'est pas complètement stupide. Baron Corbin, un bon heel, quoi qu'on puisse en dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est souvent ce que je dis quand j'analyse Raw. J'apprécie le travail qu'il fait avec son personnage, qui est quand même très efficace. Hein. Preuve en est, il fait souvent partie des personnes les plus huées à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Heel qui a gagné, on va dire, un certain crédit à l'antenne. Donc, ça permet d'occuper AJ Styles sans lui envoyer non plus un clown. Et de la même manière, Corbin continue d'être toujours impliqué avec des catcheurs importants. Donc je trouve qu'à la limite, en petite rivalité de transition pour l'un comme pour l'autre, c'est pas un mauvais programme. Et Jay Styles est capable de tirer quelque chose de Baron Corbin en 1 contre 1. Donc allez, allons-y. Rien de bien foufou, mais rien de bien crade non plus. Donc. Oui, bon, de toute façon, Baron Corbin, on le verra un peu plus tard, donc on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, Roman Reigns arrive, donc maintenant c'est acté, hein, Roman Reigns, il est dans wildcard et il est partout. permanente. C'est la wildcard permanente, il est partout. Il vient sur le ring, mais il est directement interrompu par Shane McMahon qui arrive. Shane McMahon qui lui dit, écoute, j'ai battu le Miz, donc voilà, j'en ai fini avec le Miz. Maintenant, je me concentre sur toi, Roman Reigns, quand même, t'avais tapé mon père, c'est vraiment mal. Qui donc peut oser taper un père comme ça, un homme aussi important? Roman Reigns lui dit, bah écoute, moi, mon problème, moi j'en ai marre avec les riches, les gosses de riches, et là, les enfants gâtés comme toi, et puis moi j'en ai fini aussi avec Elias, donc bah allez, viens, hop, affronte-moi. Shane McMahon, il lui dit non, non, bon, t'en as pas fini avec Elias, hein, ta victoire, ça prouve rien du tout. Moi, je me suis battu dans le ring, je me suis blessé, j'ai tout donné. Toi, t'as gagné là rapidement, ça prouve rien. Mais j'accepte ton défi. Donc, il commence à se dessaper. Shane, il est prêt à aller se battre contre Shane McMahon. Il demande au public leur avis. Le public a l'air de vouloir cet affrontement. Roman Reigns contre Shane McMahon. Mais Shane, il dit non, 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 non. Bah écoute, je suis un gosse de riche pourri gâté. Bah oui, effectivement, et j'en profite. Moi, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et notre affrontement aura lieu à Super Showdown. Hey, hey. Voilà, content, Giscal? Non, franchement, non. Là, même si je pourrais regarder Roman Reigns toute la journée, me perdre dans ses yeux. Non, là, par contre, ouais, je sais pas. Même moi, je vais commencer, je pense, à faire une indigestion de Shane McMahon, qui est pas mauvais, hein. Et elle est pas mauvaise, sa promo. Bon, il l'a déjà faite, hein, cette promo-là, face à Roman Reigns, hein, le coup qui frapperait le père de quelqu'un comme ça. Il l'avait déjà sorti il y a 2-3 semaines, il me semble. Mais bon, il est pas mauvais, c'est une bonne tête à claque. Mais bon, non. Enfin, j'ai pas du tout envie de voir Roman Reigns contre Shane McMahon. Je sais pas ce qu'ils ont avec Shane en ce moment-là. Déjà qu'il était sur les 2 tableaux, il apparaissait dans les 2 shows. Il était en double rivalité. Là, il a fini avec le Miz, mais pas vraiment. Il continue, voire il renforce sa rivalité avec Roman Reigns. Je sais pas. Qui va buter Shane McMahon une bonne fois pour toutes? On ne sait pas. Mais c'est surprenant quand même. Je pense qu'ils ont suffisamment de monde pour s'autoriser de faire lever le pied à Shane McMahon quand même. Mais Il je doit sais vouloir, pas. hein. Il doit vouloir. Ouais, hein, il doit être content. Il doit vraiment vouloir. En tout cas, ce soir contre Roman Reigns, le segment est pas fini. Alors, il fait venir Drew McIntyre, c'est très bizarre. Drew McIntyre débarque, il est officiellement, il est officiellement le pote, le nouveau pote de Shane McMahon. Bon, enfin, ils tournent un peu tous là, hein, entre Bobby Lashley, Drew McIntyre et Baron Corbin. Là, il y a un trio de heels, ça fait des mois qu'ils se tournent autour, qui sont plus ou moins copains, plus copains, on sait plus trop. Bref, et le pire, c'est que Drew McIntyre ne sert à rien. Moi, je croyais qu'on nous bookait un nouveau match contre Roman Reigns. Je me suis dit, bon, ok, on l'a déjà vu 10 fois, mais ok. Et en fait, non, pas du tout. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va, et voilà. Bon, bizarre. On en verra un peu plus plus tard, puisqu'en coulisses, le Miz croise Vince McMahon, et Vince McMahon lui dit, Shane McMahon, pardon. Oui. Et, je me suis dit, j'ai loupé ça. Je me suis arrêté. et Shane McMahon lui dit, enfin, c'est pas Shane qui lui dit, c'est le Miz qui dit à Drew, on se voit tout à l'heure sur le ring.
Donc là, on comprend que Drew McIntyre aura un match contre le Miz, Oui. mais plus tard. Oui. Donc comme tu le dis, gros bordel, Shane McMahon est partout, c'est compliqué. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou on continue sur notre parcours chronologique de la soirée? Non, continuons. Ouais. Alors ensuite, on a enfin un match qu'on attendait pour le pay-per-view, notamment Ringside, je sais qu'il était furieux, qui trouvait que c'était même le scandale de Money in the Bank. On va avoir The Revival contre les Usos. Enfin, on a le match de cette feud un peu pipi-caca jusqu'à présent, plutôt mousse à raser et poil à gratter. Le match a lieu, donc c'est un bon match, un vrai match de tag team où les deux équipes se donnent à fond. On a des near fall, les Usos continuent de faire claquer leurs jambes, faire claquer leurs kicks, et on a Dash Wilder à l'extérieur du ring à un moment qui fait un superbe DDT là, running DDT, sur la barricade. Et puis au final, c'est Scott Dawson qui réussit à placer un roll-up un petit peu tordu en tirant un petit peu le slip. C'est pas Il y a le tout à fait. slip-bar. Voilà, mais alors c'est difficile de dire ça aussi, quand est-ce que c'est légal, quand est-ce que c'est pas légal. Et en tout cas, les Revival gagnent et battent les Usos et donc vengent leur honneur et vengent tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Est-ce que ce match-là méritait les segments qu'on a eu précédemment? Enfin, ça? Non, ça méritait pas les segments qu'on a eu avant, mais c'est vrai que c'est quand même bah ouais, on marche sur la tête, quoi. Enfin, on a eu au pay-per-view un match sans enjeu entre les Usos et donc sans la ceinture en jeu, les Usos contre les champions de SmackDown, alors que les Usos sont à Raw. Et on aurait pu avoir ça à la place. Alors que je sais pas si on avait eu ça au pay-per-view. Voilà, ça faisait un petit peu office de number one contender match pour Raw. Ça aurait pu être très sympa d'avoir ce match-là. D'ailleurs, les champions de Raw sont un peu aux abonnés absents ces derniers temps. Mais donc ouais, c'est vrai que c'est très très étrange. Non, ça ne méritait pas les segments qu'on a eu par le passé, qui étaient pénibles au possible. Là, voilà ce que ça donne quand on les laisse, quand on les libère de tout le bullshit et qu'on les laisse catcher. Bah, ça fait un super match, c'était top. J'espère que ça va avoir peut-être montré aux gars à l'arrière que bah, c'est juste ça, ça suffit. Laissez-les enchaîner des matchs comme ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que le résultat du coup de Money in the Bank est encore plus surprenant. Les Usos qui ont battu les champions de SmackDown et qui finalement se retrouvent à perdre contre le Revival dans la foulée. Pareil, encore une fois, très bizarre. Est-ce qu'ils avaient besoin de gagner dimanche? Je suis pas sûr. Mais bon, écoute. En tout cas, si ça peut permettre de relancer le programme Revival Usos sur de meilleures bases, je suis pour. Oui, je pense que là, on est loin d'avoir fini la feud avec cette histoire de roll-up un peu foireux, mais moi, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir un beau match et puis que les Revival passent pas juste tout le temps pour des cons. Là, c'est l'inverse. Ils ont un peu, ils ont eu les Usos, ils les ont eu. Et si ça promet d'autres matchs comme ça, banco, ouais. Après, c'est vrai que j'aimerais bien voir The Revival. One Contender, tout ça, mais on verra ce que ça donne. C'est vrai qu'on voit pas trop les champions, Zack Ryder et Kurt Hawkins, ils sont plutôt en coulisses à serrer des mains que à catcher. Écoute, on va s'accorder un petit peu de douceur dans tout ça. Voilà, on va passer chez les femmes. Nous adorons les femmes à catch-up. Nous n'arrêtons pas de le dire. J'espère qu'elles finiront par le comprendre. J'espère qu'elles nous écouteront nombreuses sur cet épisode. En tout cas, elles sont nombreuses ce soir sur le ring. C'est un moment of bliss. Alexa Bliss est là. Elle est accompagnée de Nikki Cross, qui est sa nouvelle copine, mais copine un petit peu gênante, visiblement. Alexa Bliss, elle veut un peu la cacher derrière les pots de fleurs, tout ça. Elle lui donne pas de café. Elle la méprise un petit peu. Bref, l'invité, c'est Becky Lynch, donc qui n'est plus Becky Two Belts, mais qui arrive encore et toujours avec une grosse pop parce que la foule adore Becky Lynch. Et on lui demande qu'est-ce que ça lui fait d'avoir perdu. Est-ce que c'est une grosse désillusion d'avoir pas réussi à gagner les deux matchs? Bon, elle n'a pas le temps de dire grand-chose. Becky Lynch, elle est interrompue par les championnes tag team féminines, donc les Iconics, Bill Kay et Peyton Royce, qui sont toujours au rendez-vous pour faire des blagues. Alors là, leur très bonne blague, c'est de dire on dit plus Becky Two Belts, on doit dire Becky One Belt. Ça, c'est très très drôle, hilarant, personne n'y avait pensé.
Et bon, bah, Becky Lynch, elle est un peu vénère. Elle leur dit, écoutez, là, faites pas trop les malines parce que visiblement, je suis pas trop joasse. Et par contre, hein, si vous voulez, moi, je vous traîne sur le ring. Si vous me faites chier, je vous affronte. Et puis, on m'appellera Becky Tribbles. Et en plus, elle leur dit, ce qui était pas mal, elle leur dit hier soir, en une seule soirée, j'ai plus défendu mes ceintures que vous depuis WrestleMania. Vous avez défendu la vôtre. Allez hop. Donc, allez hop, c'est un petit peu tendu. Lacey Evans ensuite débarque, la Sassy Southern Belle, pour dire voilà, c'est typiquement masculin tout ça, typical man. Et elle explique, elle en rajoute une couche à Becky Lynch. Hein, si t'as perdu ta ceinture, c'est grâce à moi. C'est comme si Becky le savait pas assez. Et donc elle nous dit, Lynch, eh ben, moi je vous tabasse toutes les trois si vous voulez. Allez, je vous prends toutes une par une en gros. Mais les filles lui disent, oh, ben, tu vas pas affronter toute seule, nous trois, c'est ridicule. Et là, c'est Nikki Cross qui prend le micro discretos qui dit, ouais, mais moi je serai ton partenaire. Ouais, vas-y, je suis avec Becky Lynch. Ouais, d'accord, mais bon, 2 contre 3, c'est toujours pas. Alors, c'est très con de la part des méchantes parce qu'elles disent, ouais, Oui. mais vous êtes toujours pas 3. Bah oui, fermez vos gueules, ça vous arrange. Alors Nikki Cross a dit, bah vas-y, Alexa Bliss, tu viens avec nous. Et Alexa Bliss, elle est au milieu de tout ça, elle dit, non, non, mais moi je cautionne pas Ça me tout ça. regarde pas. Ça me regarde pas. Et Becky Lynch lui sort un truc, elle dit, t'as qu'à juste être là et stay pretty, je peux être jolie, Ouais, être voilà. jolie, ouais, voilà. Et Ouais. je m'occupe du reste. Donc on comprend qu'Alexa Bliss, hein, si elle n'était pas là à Money in the Bank, c'est qu'il y a une raison, elle va pas catcher. Hmm. Mais elle est quand même officiellement dans le match, même si elle reste sur les abords du ring et qu'elle finit de boire son café. Pendant ce temps, Becky Lynch, elle essaye de faire ce qu'elle peut. Elle envoie du lourd, hein, Becky Lynch. Elle plaît beaucoup, toujours à la Ah ouais. foule, elle est soutenue. Par contre, elle va faire le tag à Nikki Cross. Nikki Cross, elle a un peu plus de mal. Elle va être longtemps travaillée par Lacey Evans, qui va lui faire ses prises là, en courant, en prenant appui sur les cordes. Les Iconics aussi, à tour de rôle, vont un petit peu se moquer d'elle et vont un petit peu la tabasser dans le coin. Mais le hot tag se fait et Becky Lynch réussit donc à porter un leg drop sur Billie Kay et à gagner sur un tombé. Donc c'est assez rare pour le souligner. Les gentils ont gagné. Nikki Cross et Alexa Bliss célèbrent au milieu du ring. Et Becky part avec sa ceinture et elle nous a bien dit qu'elle était maintenant full-time à Raw, donc elle allait pouvoir s'occuper de tout le monde. Bon, c'est une bonne manière de gérer ce post Becky Two Belts. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai à peu près tout aimé dans ce segment. J'ai trouvé que tout le monde était au poil, sauf ce résultat qui m'agace parce que ça me fait chier de voir. Je trouve que les Iconics perdent trop en fait. Ça me gonfle, on le dit à chaque fois. De toute façon, qu'elles soient en solo ou en tag team, elles perdent systématiquement. Et c'est dommage parce que tu vois, j'ai adoré quand je les ai vues débarquer. Je trouve elles ont une super dynamique. Elles se prennent pas au sérieux. Elles font des blagues complètement pourries, mais en même temps, elles sont absolument insupportables. Tu les vois. Voilà, moi, quand j'ai vu l'interview de Becky Lynch commencer, parce qu'elle s'était déjà cherché des noises un petit peu il y a quelques temps, Becky Lynch avec la Iconics, justement sur ces histoires de on a 2 ceintures, toi aussi et tout machin. Et je me suis dit, ah, ce serait marrant qu'elles débarquent. Et là, tu les vois arriver, qui commencent à faire leurs blagues avec leur accent australien ultra exagéré et tout. Je trouve que c'est sympa, mais le truc, c'est que j'en ai marre parce que les segments finissent toujours de la même façon. Elles perdent à chaque fois. Elles défendent pas leur ceinture. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, écoute, passer ça. J'ai trouvé les interactions du Moment of Bliss vraiment top. Le petit rôle de Nikki Cross, timide, qui essaye de chercher sa place. Becky Lynch qui se comporte comme un mec, comme dirait Lacey Evans. Elle se comporte vraiment comme un mec. Voilà, elle la ramène, elle est sûre d'elle. Ça déborde. Tu sens qu'elle est super à l'aise. Quand elle dit à Alexa, vas-y, écoute, viens chérie, mets-toi là, sois jolie et puis je m'occupe du reste. Je trouve que la dynamique est assez sympa. Lacey Evans me convainc toujours autant au micro. Le match était plutôt sympatoche. Et donc, écoute, je suis content de voir toujours Nikki Cross là, qui continue de s'impliquer là-dedans. L'utilisation d'Alexa Bliss était vraiment hilarante. Enfin, moi, je trouvais que c'était marrant de l'avoir avec sa tasse de café. Je trouve voilà, ça c'est un peu le catch déconne, mais sympa. Je trouve que je trouve que tout collait bien. J'aurais juste inversé le résultat perso, une petite triche. Ça coûtait rien de faire gagner la Iconic sur une petite triche sur un 3v3. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas gagné. C'est le seul truc que j'aurais changé là-dedans. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où moi j'ai un peu accepté le fait que les Iconics elles sont nulles, enfin elles sont nulles.
Je veux dire, moi, Bah oui, oui, c'est un peu ça. Ouais. je les adore, mais j'accepte totalement leur gimmick de meufs qui trichent, qui se moquent, qui sont filoutes, mais qui arrivent là où elles en sont voilà, parce qu'elles ont l'âme mauvaise, comme on dit. Hey, Mais sinon, sur le ring, de toute manière, j'ai pas trop le souvenir. Alors, je sais pas trop si elles ont vraiment de quoi vraiment enflammer un match. C'est pas des filles qui font rêver sur le ring, donc. Moi, ça me va bien. C'est un peu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme catcheur de ce genre? Il y en a eu d'autres qui étaient un peu filous. Bah, ouais, je pense. Bon, peut-être JBL, c'était un peu différent. Mais ouais, c'est ces mecs qui font pas. Ces gens qui sont pas excellents sur le ring et mais qui font tout grâce à leur personnalité. Donc ça me dérange pas. Je trouve que qu'elles perdent ou qu'elles gagnent, en fait, leur personnage est un peu au-delà de ça. ouais. Mais je suis très content parce que on a eu un bon petit mois, voire 2 mois, où on se morfondait pour Nikki Cross. Et là, elle a l'air plutôt bien lancée. Elle a l'air, elle a des bonnes interactions. Nikki Cross, je pense qu'il va falloir compter sur elle pour cette fin d'année. Ouais, j'espère. Plutôt positif, moi je trouve tout ça. Alors effectivement, il y a pas trop d'histoire autour de cette ceinture tag team féminine, mais bon, comme j'étais pas un fan de base du concept, Ouais, ça me oui, dérange non, pas. mais alors, oui, c'est vrai qu'en même temps, quand tu dis ça, moi, c'est vrai que c'est un peu pareil. Les ceintures féminines tag team, je sais pas pourquoi ils les ont créées, oui, c'est vrai que partant de ce principe-là, on va peut-être pas trop se prendre la tête avec le booking des championnes. Que- N- Non, mais justement, on va pouvoir parler de ceinture, puisque cette soirée est historique, mes amis. Ça avait été annoncé à Money in the Bank. Mick Foley est là ce soir. Ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas vu depuis qu'il était general manager. Donc c'est avant Kurt Angle. C'est vraiment, ça commence à dater. Ouais, Et il vient annoncer une toute nouvelle ceinture à Raw. Alors personne ne savait. Alors ça a peut-être couru sur internet, moi j'en sais rien, mais en tout cas, pour en avoir parlé avec l'ami Chris, on n'était pas du tout au courant, nous. Qu'est-ce qu'il allait nous sortir? Et ben Mick Foley, il nous dit que Monday Night Raw doit redevenir Raw, donc ouais. violent, cru, hein, en Brutal, français, ouais. brutal. Et il nous dit, bah ouais, voilà, maintenant il faut que ça redevienne un petit peu comme ça, là, un petit peu le feu. Et donc il nous sort une ceinture qui est une ceinture 24/7. Ça veut dire une ceinture qui est prenable en fait n'importe où, n'importe quand. Il suffit d'avoir un arbitre Ouais. et de réussir un tombé ou une soumission, j'imagine, Oui, n'importe où, n'importe quand. Donc false count anywhere à tout jamais. Et il nous dit que ben, à partir de maintenant, la troisième heure de Monday Night Raw, alors je n'ai pas compris pourquoi spécialement ce ouais. moment-là, Alors ça non plus, j'ai pas compris. mais Ouais. la troisième heure de Monday Night Raw allait devenir un peu dirty et tout d'un coup, et jusqu'à la fin du show, l'éclairage change, on passe à une lumière sombre, le public n'est plus éclairé, une ambiance un peu bizarre se fait, et donc bah, Mick Foley il nous dit voilà, je pose la ceinture par terre, je fais sonner la cloche, et le premier champion du 24/7 sera le premier mec qui viendra la récupérer, qui viendra l'attraper. Point un peu négatif, c'est que visiblement la foule a pas l'air de, ça pop pas vraiment Oh pour tout ça. ah ouais, ouais, c'était un silence terrible hein, quand même. Hein. C'était la mort. Et puis bah surtout que voilà, c'est pas non plus parce que qui arrive, et ben c'est toute la low card de Raw qui se précipite pour essayer d'attraper cette ceinture et qui se fout sur la gueule. Alors je vous le dis à la volée, il y a Titus O'Neil, il y a Eric Young, il y a les deux Good Brothers, il y a comment il s'appelle, No Way José, il y a je sais plus qui j'ai Il y a pas dit là. EC3. EC3, oui c'est Ouais, vrai. ouais. Ouais, Bref, enfin, ouais. ils se mettent sur la gueule. À un moment donné, il y a les deux, donc Gallows et Anderson, qui attrapent chacun la ceinture, mais ils n'arrivent pas à se départager. Et au final, celui qui part avec la ceinture dans les mains et qui gagne donc le titre, c'est Titus O'Neil. Titus O'Neil, premier champion 24/7. Je suis à peu près sûr que c'est sa première ceinture individuelle à la WWE. Je suis pas sûr qu'il ait Ah, titre là, inter. ouais. Non, je Ouais, pense non, pas. Hein, je je pense pense pas. Hein. pas. Sauf qu'il aura un très court règne puisque tout d'un coup surgit du néant derrière lui Robert Roode, vicieux comme jamais, qui réussit à lui porter un petit paquet, un compte de 3 et il s'enfuit en courant avec la ceinture. Tout la locard lui court après, donc on se croirait, c'est voilà, Oh, c'est du dessin animé c'est là. du Hein. Tex Ouais. Avery, c'est du Ouais. tout ce que vous voulez, c'est de la musique de Benny. Là, c'est vraiment, je crois que voilà, Giscal, ils ont enfin personnalisé le Jobber's World.
Exactement. Le Jobber's World existe enfin. Une petite pensée pour le légendaire créateur de Catch-Up, Hank, qui avait inventé aussi le Jobber's World. Voilà, on pense Je pense fort à fort à lui. lui. Il a Ouais. dû aimer très très fort ce segment. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de toute cette histoire, de cette ceinture, de ce Écoute, moment? écoute, je sais. En fait, j'ai l'impression que je sais pas encore trop ce que j'en pense. Euh, Il y a du potentiel. Il y a du potentiel fun, hein, parce que voilà, on l'a vite Mhm. compris, vu le casting qui est sorti des coulisses pour venir chercher la ceinture. Voilà, ce sera de la low card, ce sera du bordel, ce sera du fun. Pas s'attendre à des défenses de titres légendaires, des trucs de fou. C'est pas l'objet. Donc je pense qu'il y a moyen sur les réseaux, des segments backstage un peu marrants sur les deux shows. Euh, En fait, il y a un potentiel pour transformer tout ce qu'il y a de chiant à subir dans un Raw, surtout dans un Raw, moins dans un SmackDown, Mm. avec toute la low card de Raw et les matchs qui d'habitude nous font chier de regarder, je sais pas, un Jinder Mahal contre un Titus O'Neil ou genre Apollo Crews contre, je sais pas, non, c'est un peu cruel pour Apollo Crews, mais bon, enfin bref. Tous ces Mm. matchs qui d'habitude n'ont strictement aucun intérêt et qui viennent nous rallonger l'émission et tout, bah en fait, peut-être que voilà, il y a moyen de transformer ça en fun avec cette ceinture. Alors, il y aura des mauvaises idées, il y aura peut-être des bonnes idées. C'est sûr qu'il y aura des sales trucs. À commencer par la façon dont ils l'ont amené. Moi, le seul truc que j'ai vraiment pas aimé, c'est euh, c'est le bordel qu'il y a eu là quand ils essayaient de ramasser la ceinture. Je veux bien suspendre ma crédulité aussi haut que vous voulez, mais genre là, les 10 mecs qui essayaient d'attraper la ceinture, il n'y en avait pas un qui était foutu de la choper et tout. C'était un peu trop ridicule à mon goût. Mais alors Mm. après, les courses-poursuites dans les coulisses, j'ai trouvé ça très marrant. La prise de titre de Arthur, t'en as parlé ou pas encore? Et Non, non, pas non, encore. pardon, Ouais. pardon. Ah, alors, je vais te laisser enchaîner. Mais voilà, tout ce qui s'est passé dans les coulisses après derrière, c'est ce que potentiellement, bah écoute, ça me dérangerait pas de voir ça à l'avenir à Raw à la place du Jobber's World pourri, quoi. Et donc effectivement, tout ça n'était pas fini. Je vais enchaîner puisque en coulisses un peu plus tard dans la soirée, Robert Roode est toujours poursuivi par les catcheurs de la low card. Il se cache derrière, oui, derrière je sais pas, un bâtiment qui est là. Et il y a R-Truth qui le cache dans son coffre de voiture. Ouais, Et il il est dit vas-y, sympa. viens. Et il dit Ouais. viens, je te cache. Et puis quand tous les autres arrivent, il leur dit il est parti de l'autre côté, il est parti de l'autre côté. Donc tous les autres, ils mordent à l'hameçon, ils partent. Euh, il sort Robert Hood de son coffre, il lui dit vas-y viens je t'emmène en voiture, monte côté passager. Alors Robert Hood il se fait pas prier, quand il ouvre la porte tout d'un coup, coucou, il y a un arbitre, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là monsieur? Et là poum, un trouve low blow et petit paquet à nouveau, 1, 2, 3, un trouve est le nouveau champion 24/7. Il met la ceinture dans sa voiture et il démarre en trombe, donc c'est fini pour la soirée. On a eu 3 champions. Effectivement, donc moi j'ai trouvé ça très fun. N'oublions pas, voilà, autre paramètre important, Mick Foley a dit qu'elle pouvait être défendue à Raw, à SmackDown, à NXT, à NXT UK, à 205. Je pense que là c'est clairement un moyen pour la WWE d'essayer de garder de l'audience, c'est évident, hein, c'est voilà, c'est un truc, c'est genre à tout moment il peut se passer un truc. Ouais. Ils ont vachement bien, je trouve, ils ont globalement bien, on va dire, écrit cette première soirée de lancement qui fait que tu dis c'est rigolo. Ouais, ils ont plutôt bien Euh, posé les bases, ouais. voilà. Après, c'est évident que ça tiendra pas à ce rythme-là avec 3 champions par soir. Non. Je sais pas s'il y aura des défenses de titre en pay-per-view, parce que du coup, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, n'importe qui peut venir dans le match, on verra. Mais pour le moment, c'est fun. Ça va obliger aussi à checker ses réseaux sociaux. Je pense qu'on peut s'attendre très prochainement à ce qu'il y ait un champion qui arrive en plein milieu de semaine, je sais pas où, là, qu'on voit Arthur faire ses courses au supermarché. et, euh, et puis le caissier, c'est Samoa Joe, je ne sais pas qui. D'ailleurs, Et ça hop, il y serait. avait un arbitre qui était en train de ranger les céréales, et puis Ouais, voilà. tiens d'ailleurs, ça serait une ceinture. Je pense que Lars Sullivan va y foutre son nez dans pas longtemps, ça me Tu paraît. penses? Mm. Mais ouais, alors donc voilà, si on prend le pari que c'est de la low card et que c'est du gag, ça va. Mais la foule a eu l'air quand même très déçue de. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Il y a tellement de ceintures dans cette division, dans cette. Ouais, déçu, je sais pas, mais en tout cas, ça a été l'annonce. C'est vrai que Mick Foley a annoncé ça dans un silence de cathédrale. Mm. Le public a pas du tout réagi.
au dévoilement de la ceinture là. Mais bon, ouais, je sais pas trop ce à quoi il s'attendait en même temps. Hein. Il y avait pas de. Ben, moi, j'avais aucune idée. Alors, je sais Ouais. pas, peut-être que s'il y a des fans parmi nous qui commentent, hein, ce type de stipu, a priori, existe ailleurs. Moi, je trouve ça drôle parce que je le dis je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais nous avons tous, en tant que fans, des fois, on rêve un petit peu de gimmicks, de machins, de trucs qu'on inventerait si j'étais general manager, et c'était un truc que j'aurais trouvé drôle. C'est une ceinture comme ça où ensuite les mecs, on les voit se faire. Parce qu'on peut tout imaginer, se faire Ah attraper, bah là, les voilà. possibilités sont Il infinies. va y avoir des Ouais. trahisons. Moi, j'imagine bien des femmes se mêler de tout ça. Tiens, bah, par exemple, j'imaginerais bien Lana, Rousseff. Ouais, ça peut occuper du monde, ça peut être rigolo. Je suis sûr que ça se trouve, il y aura des femmes qui l'auront cette ceinture. Ils ont pas C'est vrai, spécifiquement dit. Ouais. c'est vrai. Ah bah ça aurait Ça, été ça permettra de faire un peu d'intergender léger. Tu vois. Ah bah oui, c'est vrai que Carmella, elle peut Mm. très bien la prendre à Artrouff dès Ouais, SmackDown. tu sais, elle le séduit un peu, là, hop là. Elle lui roule une pelle, elle le couche Eh. par terre, et puis hop, il y a un arbitre qui fait. Mais moi, j'ai trouvé ça. Tu sais quoi, quand on a vu l'arbitre, ça m'a fait penser. Alors, je sais pas si tu te souviens de cette vieille pub, je sais plus pour quel eau minérale c'était, Evian ou Badois, là, je crois, ou c'est Giroud qui était. Est-ce que tu te souviens? Est-ce Ah que ça. oui, 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 si, si. Un joueur de foot qui avait une gonzesse dans sa chambre, dans son lit, et tout d'un coup, tous les draps, hop, il y a la tête de Giroud qui lui a dit allez, Ouais. retourne t'entraîner. Et c'était. Bah, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur l'arbitre? Et hop, c'est. Bon, c'était Bah, drôle. écoute, C'était au. maintenant, il va falloir se trimballer toujours avec un arbitre avec soi. Dans sa, voilà. Ouais, Ça va ou être la alors clé. si on est le champion, bah taper tous les arbitres, quoi. Et là, Ou sinon, tuer tous les arbitres. ça va devenir. Bon, écoute, on enchaîne. Il y en avait un match, donc Drew McIntyre contre le Miz. Match avec Shane McMahon qui était là, hein, qui accompagnait son nouveau poulain. Alors c'est vrai qu'il est beau, hein, son poulain, là, Drew McIntyre. Ah oui, un beau bébé. Hein. Mais bon, ça commence à être long avant qu'ils se mettent à faire des choses sérieuses. Et ils continuent d'obéir aux uns et aux autres. Bref, Shane intervient à plusieurs reprises, il donne quelques patates dans la gueule du Miz quand l'arbitre a le dos tourné, et ça va permettre à Drew McIntyre, qui a été en difficulté, hein, une partie quand même. Le Miz est apparu assez fort et valeureux. Le public était bien avec lui d'ailleurs, ça a continué de marcher, le Miz en face. Mais voilà, Claymore Kick, victoire de Drew McIntyre. Shane McMahon prend le micro pour lui dire au Miz, ah, j'avais dit que j'en avais fini avec toi, mais en fait, je devais faire un petit coast to coast. Donc il s'apprête à aller faire un petit coast to coast, mais bah, c'est Roman Reigns qui arrive, Superman punch sur Drew McIntyre. Il s'apprête à en faire un sur Shane McMahon, mais ce dernier s'enfuit. Et donc on se retrouve là avec toujours cette feud croisée, et Shane et Drew qui s'en vont, avec Shane qui lève la main de Drew McIntyre qui a quand même gagné, et le Miz et Roman Reigns qui se retrouvent alliés, un petit peu de circonstances. Bon, je sais pas si tu veux en rajouter par rapport à tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on. Non, Non, hein. non, on a déjà dit grosso modo, mais voilà, c'est vrai que du coup, est-ce que c'est une transition pour le Miz vers Drew McIntyre Peut-être, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Mais bon, sinon, écoute, rien à signaler, si ce n'est que ouais, Shane et Shane, quoi. Ouais. Alors, le problème, c'est Drew qui a pas du tout perdu, je trouve, son aura de destructeur, qui apparaît toujours très fort, et ils arrivent à lui faire pas gagner grand chose, et pourtant pas grand chose d'important, Ouais. mais là, bon, ben à voir. Alors si le Miz part un programme contre lui, c'est un peu enfin, c'est un peu dommage pour le Miz, parce que là il a quand même bien perdu contre Shane, et là Oui, ça serait- on a du mal à le voir gagner contre Drew ouais, McIntyre. on est d'accord. En parlant de défaite, alors on a un petit passage backstage de Samoa Joe avec son gros nez bien gonflé, qui nous explique que c'était un scandale. Là aussi, la veille, se tomber complètement pourri. En plus, on a revu la vidéo, on continue de nous faire croire que l'arbitre ne voyait rien, mais l'arbitre voyait forcément. Donc Samoa Joe, il est toujours très bon dans ses promos, il aime toujours s'en prendre à la famille, et il dit voilà, si tu veux être soit l'homme que tu voudrais que Dominique soit en grandissant, un truc du genre, enfin voilà. Titille un peu toujours la fibre paternelle de Rey Mysterio, il lui dit viens me donner mon titre, et la semaine prochaine on nous dira ce qu'il en est de ce titre US. Est-ce que tu as comment tu l'as trouvé, Samoa Joe, là, digne dans la défaite? Ouais, si. Non, mais si, il est quand même toujours assez efficace, je trouve, Samoa Joe au micro. J'ai pas particulièrement accroché. Par contre, j'ai assez hâte quand même de voir, ils ont annoncé un segment à SmackDown avec Samoa Joe, et peut-être qui sait, peut-être qu'on va enfin avoir le début de l'implication de Dominique dans toute cette affaire qui a commencé à
à mettre son nez un peu trop près du business de Samoa Joe là, à Money in the Bank. Il y a un truc à faire aussi là-dedans. Cette feude peut encore nous réserver quelques petites surprises. Donc voilà, un pass pour cette semaine, mais enfin en tout cas pour cet épisode. Mais j'y crois. Et ben là-dessus, nous arrivons au main event. Donc je rappelle l'affiche, Seth Rollins et Kofi Kingston, les 2 champions du monde, affrontent Baron Corbin et Bobby Lashley. Je l'avoue tout net, j'ai un peu accéléré ce main event parce que j'étais un petit peu fatigué et que malheureusement, alors toi tu trouves Baron Corbin un très bon heel, mais alors moi je suis pas aussi fan. Et là l'alliance des deux pour moi c'est clairement pour moi ça me rappelle les tag team match playa de Theodore Long, c'est-à-dire c'est assez sans enjeu en fait le match en soi. Et puis, bah, sans trop de surprise, grâce à un Trouble in Paradise de Kofi Kingston, nous aurons la victoire des gentils contre les 2 méchants. Peut-être que toi qui as prêté plus attention au match, tu auras plus de choses à dire sur son contenu. Toujours est-il que, comme on pouvait s'y attendre, Brock Lesnar arrive avec sa petite mallette et Brock Lesnar commence à faire le tour du ring. Et au milieu du ring, on a Seth Rollins et Kofi Kingston, chacun avec leur ceinture en main. Et Seth Rollins, il a tenu une chaise, puisqu'il a récupéré une chaise pendant le match qui a été utilisée. Brock Lesnar, il essaye de monter sur le ring, il fait semblant qu'il va cash in, et puis finalement il redescend. Il est très très souriant, il est très content de sa bonne blague. Paul Heyman, si on n'avait pas compris, il lui dit « Oh, ça y est, t'es dans leur tête, là, t'es dans leur tête, tu vas les perturber. » Et par contre, ce qui est complètement con, du coup, je trouve, c'est qu'il dit La semaine prochaine, tu viendras leur dire contre qui tu vas cacher ta mallette. » Ouais, ça j'ai oui. C'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire avec l'angle qui vient d'avoir lieu. Mais toujours est-il que on en saura plus a priori la semaine prochaine. Alors écoute, qu'est-ce que tu penses de tout ce main event? Est-ce que le match était bon? Parce que moi, j'en ai vu que la fin. Non, honnêtement, c'était pas extraordinaire. J'aurais pas grand-chose de plus à dire sur le contenu qui était très très classique. C'était un tag team face contre heel assez standard. Je trouvais Baron Corbin pas trop mauvais, mais dans l'ensemble, c'était pas très très spectaculaire. Donc il y avait pas grand-chose à dire sur ce match. Résultat logique, les 2 champions du monde n'allaient pas perdre. Puis ça faisait plaisir que ce soit un petit Trouble in Paradise de Kofi. Par contre, écoute, ouais, j'ai bien aimé le post-match jusqu'à l'annonce. C'est vrai que l'annonce me refroidit un petit peu, me fait un peu peur. Parce que j'espère, à la limite, bon, qu'il annonce qu'il va jeter son dévolu sur Seth Rollins. Écoute, pourquoi pas, de toute façon, il n'y a pas trop de surprises. Je pense que il va pas se retrouver avec la ceinture WWE et se retrouver à SmackDown. Quoique, mais non, je pense pas. Oh, ouais, non, mais je pense pas. Mais par contre, qui jette son dévolu sur une personne plutôt que les 2. Bon, voilà, l'angle de je peux me farcir les 2 quand je veux. Bon, c'était marrant sur cette émission, mais à la limite, écoute, pourquoi pas s'il l'abandonne. Par contre, j'espère juste que ce sera pas un cash-in programmé en disant ce sera à telle date, quoi, parce que ça me ferait chier. Et ça sera à Jeddah. Oui, alors déjà, ça pourrait être ça. Et puis en plus, c'est dommage parce que tu vois, vraiment, là, je l'ai trouvé sur cette fin d'émission, Brock Lesnar avec sa mallette à tourner autour d'un requin, comme un requin autour du ring. Je trouvais qu'il est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment bien dans ce positionnement. Parce que voilà, c'est ce qu'on a dit en intro, quoi. Il est tellement fort, il est tellement impressionnant, il a une telle aura, ce mec-là, qu'avec la ceinture, avec la mallette, ça devient justement voilà, un prédateur de fou. Et le voir tourner autour du ring comme ça, je trouve que le visuel est vraiment stylé. Et j'aimerais bien le voir justement plusieurs fois feinter des cash-ins. Il est tellement sûr de lui, il est tellement arrogant et avec son sourire là, t'as envie de le claquer que voilà, l'en faire jouer au maximum, faire monter la hit le plus possible et puis jouer avec finalement son calendrier, son agenda à Brock Lesnar ultra aéré est presque une bénédiction pour cette gimmick de porteur de mallette parce que finalement voilà, il peut jouer là-dessus pendant très longtemps, quoi. Donc moi ça me plairait bien. Mais bon, écoute, on va voir.
Ben ouais, moi je suis d'accord complètement avec toi. Je suis partagé entre le fait que c'est finalement une bonne idée, Brock Lesnar avec la mallette. Là, il a été très bon, il avait une gueule jouissive et ça peut être excellent de le faire surgir à n'importe quel moment parce qu'en plus on sait qu'il va pas forcément être souvent là. Quoique, il est déjà là la semaine prochaine, donc finalement c'était un champion Oui, absent disons mais que. un porteur de mallette présent. Euh, et voilà, après, c'est exactement ce que j'ai dit à l'analyse qu'on a fait avec Chris de Money in the Bank. Donc n'hésitez pas tous à l'écouter, à nous donner votre retour. Voilà, ma plus grosse peur, sachant que Lesnar est prévu pour Jeddah, mais qu'on n'a pas encore de match officiel pour ce Super Showdown. Moi, ma grosse trouille, c'est ça. C'est qu'il arrive lundi et qu'il dise n'importe lequel. Alors, moi, j'enlève pas du tout Contrairement à toi, l'hypothèse Kofi Kingston, hein, ça me paraîtrait même un twist assez intéressant parce que Ah Rollins, ouais. Rollins, on l'a déjà vu. Et puis Rollins on partirait sur quelque chose toujours à Raw, donc ensuite il faudrait rebooker un challenger, je ne sais pas. Et comme je pressens un petit peu hein, que peut-être bien qu'on va repartir s'il y a un Lesnar champion avec un Roman Reigns challenger à un moment donné, bon, ça peut se faire à SmackDown, tout ça, même si on sait bien que là les brands ça veut plus dire grand-chose. Mais ouais, moi je veux un vrai cash-in comme l'histoire des cash-in et s'il nous dit comme a fait, enfin voilà, pour moi le cas de Strowman l'an dernier était le pire de tous les cash-in parce qu'il le foire. En plus c'était programmé donc ça enlève tout le frisson qu'il y a. Et puis c'est pas un truc de heal de programmer un cash-in. Donc s'il vient nous dire je le programme à Jeddah, ça me ferait chier. Moi j'aimerais qu'il trouve un truc tordu, tu vois. Un petit peu comme avait fait Seth Rollins, ça avait été très bon dans le temps quand il était porteur de mallette. Je sais pas si tu te souviens, il avait été porteur de mallette et il avait eu un match pour le championnat du monde, un triple threat contre John Cena et Rollins et Lesnar. C'était d'ailleurs notre match de l'année sur les cahiers du catch. Et il avait dit voilà, j'ai la mallette, donc ça veut dire que peut-être bah, je peux perdre le match, le triple threat, mais je peux cacher dans la foulée. Ouais. Ou je peux cacher avant, ou je peux cacher pendant. Et là, j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça. Tu vois, que Lesnar ils nous disent ok, bah, j'ai négocié, j'ai un rematch contre Seth Rollins, et je garde quand même ma mallette. Donc, je peux faire potentiellement 2 matchs dans la soirée si je veux. Je peux être double champion si je veux, en allant emmerder Kofi Kingston derrière. Parce que j'ai du mal à imaginer Lesnar à Super Showdown sans une histoire de titre, la partie comme on est parti. Ah bah ouais, ouais. Et ça me ferait chier qu'on ouvre la mallette à ce moment-là. Tout est encore Pareil. possible, mais Mm. ouais. Inquiétude, mais sur ce Monday Night Raw, c'était bien joué en tout cas. C'est ça. Et ben on en a fini d'ailleurs avec ce Monday Night Raw, donc pas mal de choses au programme. Qu'est-ce que tu en as pensé Giscal au final? C'est le mot de la fin, je vais te laisser faire ton top, ton flop et ta note. Je t'écoute. Eh ben, écoute, j'en ai pensé plutôt du bien de ce Monday Night Raw. Il y avait dans l'ensemble plutôt un bon fallout, comme on dit, hein, de ce Money in the Bank. Alors bon, voilà, il y a toujours du bon, du moins bon, qui empêche la note de décoller. Je vais mettre un 3 cette semaine quand même, parce que, écoute, le repositionnement de Cesaro, les histoires là de Brock Lesnar qui m'a beaucoup plu cette semaine, le Uso Revival qui était top, les filles qui ont fait du bon boulot, le Tex Avery du Hardcore Championship là, 24/7, tout ça. Enfin, voilà, c'était saupoudré de bonnes idées. Il y avait un peu du moins bon. Bon, voilà. Allez, 3, c'était quand même plutôt positif de mon côté. Mon top, bah écoute, je vais le donner justement à Brock Lesnar. Si j'avais cru donner un top à Brock Lesnar en 2019, alors ça, si on me l'avait dit avant cette émission, Ringside va être content. j'y aurais pas cru. Mais écoute, voilà, ça m'a fait plaisir de le revoir. J'ai quelques craintes, certes, pour la semaine prochaine, on l'a évoqué, mais en tout cas, si on se borne à cet épisode, bah, il m'a beaucoup plu. J'étais content, il était bien dans son perso, et il y a un beau potentiel avec lui, avec la mallette. Donc ça m'a bien plu. Et le flop, écoute, le flop, j'y ai pas trop réfléchi, mais je pense que, écoute, ouais, si je pense que le flop, je le donnerais bien à Shane McMahon, là, qui cette semaine est trop présent. Enfin, voilà, je sais pas. Alors, certes, il est en pleine forme.
il fait du bon boulot au micro et tout, mais je sais pas ce qu'ils se sont dit en coulisses là pour qu'il soit autant présent, mais moi ça commence à être un peu too much. Donc voilà, écoute, là le feud contre Reigns est Miz en simultané, plus la victoire qu'il a chopée contre le Miz la veille et tout, ça me va pas. Donc un flop pour Shane. Bah, ok. Bon, alors moi, je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais mettre un 0,75. J'ai pas l'habitude. J'aime pas trop Ah, les. Mais je vais mettre un 2,75. Je suis pas d'habitude. mais pas Moi, loin. ouais, j'aime plutôt les 0,5. Les 75, ça me plaît pas trop. Mais je mets plus que la moyenne. Mais 3, ça me paraît beaucoup. Alors c'est drôle parce que en ayant fait cette analyse avec toi, donc jusqu'à, je me rends compte qu'il y a eu pas mal de bons moments. Je trouve effectivement l'utilisation de Brock Lesnar autour des titres mondiaux très bonne. J'ai beaucoup aimé le match de Cesaro qui fait une grande partie de la qualité de ce Raw. J'ai beaucoup aimé les revivals aussi, Becky Lynch, le Moment of Bliss. J'ai trouvé très drôle les 24/7 moments, mais en même temps, je sais pas pourquoi, en visionnant, ça m'a paru long tout ça. Ben Il y a oui, tellement de segments ça c'est Raw ça, hein. et ça parle beaucoup en fait. Entre deux matchs, il se passe tellement de choses entre. Et je me dis des fois, en fait, je me dis que j'aimerais pas être dans le public. Ah, j'ai complètement oublié un segment aussi. C'était pas dans mon. On a eu un petit Firefly Ah oui, c'est vrai, ouais, oui, très Funhouse, court, mais très court, juste pour très nous dire malaisant. voilà, let me in, let him in, donc avec des Ouais. petits enfants. Ouais, donc c'est peut-être mon. Bah, ça va être mon flop. Comment la WWE réussit, c'est un flop global, hein, à me donner une impression d'indigestion alors que finalement il y a eu plein de pas mauvais segments. Ce qui fait la note de 75, moyen mais pas plus que ça. Et le top, du coup, bon, on va y aller tout droit dans la polémique entre guillemets. Bah, je vais le donner à ce début de ceinture qui a de ceinture 24/7 qui nous a fait rire et avec une low card. Au moins comme ça identifie direct qui est dans la low card. Euh, C'était drôle. J'ai pas du tout d'attente pour l'avenir. Je sais, c'est un truc de, ça va être un truc de jobber, mais mine de rien, ça a beau être complètement factice, bah, on mord dans le truc, ça reste une ceinture et on se dit, ben voilà, Bobby Roode, enfin Robert Roode, il a eu son petit moment, Art-Truth, il a son moment là. Titus O'Neil aussi, c'est rigolo. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, Heath Slater, peut-être qu'il y aura Zack Ryder, peut-être qu'il y aura. Je me dis qu'il y a tellement de possibilités. Tu vois, j'en ris. Enfin, je me dis, genre, je Ah, il y vois a du bien, potentiel, hein. je vois bien Tyler Breeze se déguiser en femme de ménage comme il avait fait là, ou un truc comme ça, tu vois. Il y a moyen de se fendre la gueule et j'espère que la WWE va nous faire du bon humour. On a revu aussi machin là. Ah merde, le manager de 205. Ah, Drake Maverick. Drake Maverick, voilà. Donc il y a moyen de revoir des têtes aussi. On va dire que ça va être le top de la soirée. Allez. Allez. Bah écoute, voilà, on en a fini sur ce Monday Night Raw, à peine visionné, direct analysé. J'espère que le public apprécie notre célérité. Vous pouvez toujours nous écouter sur iTunes, PodCloud et Spotify, YouTube bien entendu. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Peut-être que vous en avez marre de Brock Lesnar, peut-être que vous êtes en adoration comme notre ami Ringside peut l'être. Est-ce que vous adorez Shane McMahon? Est-ce que vous adorez Baron Corbin éventuellement? Je ne sais pas. Plus rare, Et mais oui. c'est plus rare, mais ça existe. Il y a IRM notamment. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter. Bon, Twitter, plus personne n'utilise, mais Instagram, Facebook, Catchup CDC. L'autopromo est finie. Oui. On devrait s'enregistrer hein, pour faire ça. Ouais, c'est Ça vrai, on passerait devrait plus les vite. repasser. Ouais. Voilà. Là-dessus, ben écoute, on vous propose à tous d'écouter SmackDown qui va arriver bientôt. Jeddah va arriver très très vite aussi. C'est déjà la semaine prochaine les, euh, les house shows, hein, c'est ça, je crois déjà. Les go home shows, pardon. Écoute, oui, ils avaient dit 2 semaines à partir de ce vendredi, donc oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ben on verra tout ça. On va suivre ça avec attention. Merci Giscal d'avoir été là présent pour ce soir. Ça fut un Merci, plaisir. merci pour cette présentation au pied levé, c'était un plaisir également. Et ben voilà, ben merci à toutes et à tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Et puis bah bonne semaine pleine de catch. Ciao. Ciao tout le monde.